Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Bienvenue et bonsoir. Merci à la Gazette du Togo pour l'honneur que vous m'aviez fait. Et je remercie aussi toute l'assistance. Il y a des gens que je respecte beaucoup ici. Permettez que je le dise, le professeur Togoata, que je connaissais quand j'étais étudiant. Je l'ai rencontré aussi à l'université de Kara, mais je n'ai pas eu le temps de l'approcher. Il y a beaucoup de personnes ici. Il y a le professeur David Doucet, que je respecte beaucoup pour son engagement et sa détermination. Et je tiens à le remercier pour tout ce qu'il a fait pour la population de Sokoli. Ça, je tiens à l'applaudir. Ça n'a pas été facile. Merci. Alors, honorable, dites-nous une question peut-être brute. Comment se porte l'économie du Togo, puisque c'est de cela qu'il s'agit? Vous l'avez déjà dit, vous-même, l'économie du Togo est très malade, très malade. Et lors de l'étude du budget la dernière fois, vous savez que l'opposition n'a pas participé en tant que telle, parce que tout ce que nous avions eu à dire depuis 2014, quand on étudiait le budget de 2013, ça s'est réalisé aujourd'hui, puisqu'on ne nous a jamais écoutés, on n'a jamais voulu nous écouter, on les a laissés faire. Mais ce qui est très intéressant, c'est que dans l'analyse, il y a une question qui a été posée au ministre de l'économie et des Finances. Il a reconnu que dans la situation actuelle du Togo, il faut un assainissement de l'économie du Togo. Et il y a un député, une femme qui lui a posé la question, c'est quoi l'assainissement de l'économie? C'est tout un programme. C'est tout un programme parce qu'on se rappelle... Et dites, il a répondu parce que... Oui, c'est tout un programme. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que c'est tout un programme. Et je voudrais vous expliquer ce que ça devrait être. Vous savez, nous sommes partis très loin. Vous vous rappelez, en 2010, on avait fixé comme objectif qu'à l'horizon 2015, il fallait réduire la pauvreté de la moitié. Malheureusement, ils ont introduit un ensemble de programmes avec la SCAP. Je vais définir ce que c'est que la SCAP, qui n'a pas réussi à atteindre les objectifs fixés. La dernière enquête CUP montre que le taux de pauvreté est passé de 61% à 58%. Ça veut dire que tous ces fonds qui ont été engloutis dans tous ces projets qu'on appelle la SCAP n'ont permis que de réduire de 3 points la pauvreté au Togo. Et tous ces programmes, vous allez voir au niveau de la SCAP, il y a le FNFI qui a englouti pratiquement chaque année 5 milliards par an du contribuable. Le budget encore 5 milliards au moins pour le FNFI, le Fonds national de la finance inclusive, qui est une arnaque politique. Peut-être que j'aurai le temps d'expliquer de quoi il s'agit, parce que ceux qui sont censés gérer ces fonds se sont permis d'ouvrir des comptes privés dans les banques pour gérer les fonds de l'État, ce qui est contraire à l'orthodoxie financière. C'est pour ça que nous parlons de l'assainissement des finances publiques, qui est un programme. Parce qu'on ne peut pas être dans l'orthodoxie financière, permettre des gens qui vont aller ouvrir des comptes privés pour gérer les fonds de l'État. Il faut bien garder l'argent quelque part. Non, mais il y a le trésor public qui est la banque de l'État. Ou à la rigueur, vous pouvez ouvrir un compte séquestre à la banque centrale. Vous n'aviez pas le droit, en tant que ministre, d'aller ouvrir un compte privé pour gérer les fonds de l'État si demain vous n'êtes plus ministre. Et c'est ce qui s'est passé aussi au niveau de l'agriculture. Le ministre Agadazi est allé emprunter de l'argent à Ex-Bank End. À ce jour, personne ne connaît le montant. Au nom de l'État togolais. Et il est venu et il dit qu'il a ouvert un compte sans signataire à l'ITB. Et aujourd'hui, ça fait plus de 3 ans, nous avions posé la question, quel est le montant de ces fonds et comment est-ce que vous gérez ces fonds? Personne ne sait. Mais après 7 ans, c'est que ces fonds seront payés par l'État togolais. Donc je vais vous expliquer tous ces programmes-là qui ont été utilisés pour engloutir les fonds de l'État. Je prends l'exemple de la construction de routes. Vous connaissez l'histoire
du contournement d'Abidjan qui a été financé 2 fois. La première fois, c'était 17 milliards du contribuable. La deuxième fois, on n'a pas été en mesure de nous dire combien l'État togolais a encore refinancé. Parce que lorsqu'on a posé la question au Chinois, il a dit on lui a donné petit argent pour faire petite route. Donc, il fallait qu'on lui donne grand argent pour faire grand route. Donc, ça veut dire que c'est l'État togolais qui a refinancé. Il y a la question de l'aérogare de Lomé qui officiellement a coûté 75 milliards, mais en réalité c'est au-delà de 100 milliards, sans que personne ne puisse justifier. Et aujourd'hui, tout le matériel technique qui a été placé là-bas a été changé parce que c'était des chinoiseries. Donc, tout ceci là, c'est pour engloutir les sous. Il y a e-government. Vous connaissez cette histoire de e-government. On nous a dit au départ que c'était 7 milliards. On est allé emprunter à Eximbank Chine. Et la dernière fois, on vient nous dire que ça fait 25 milliards. C'est un projet, j'ai dit, un projet inutile. Un projet inutile, pourquoi? Parce que nous avons posé la question à la dame. Elle nous dit que c'est une forme de centrale qu'elle a construite pour permettre à toutes les institutions et les départements ministériels de stocker leurs données. Mais malheureusement, aujourd'hui, tous les ministres, tous les ministères et départements sont connectés à l'Internet. C'est comme si vous créez une centrale électrique, vous amenez de l'électricité vers les maisons des gens qui ont déjà des plaques solaires. C'est-à-dire qu'ils ont déjà de l'électricité. Ça veut dire que votre projet est inutile. Voilà comment on a financé un projet inutile qui était parti de 7 milliards à 25 milliards qui est inutile. Nous avions posé la question, est-ce qu'aujourd'hui il y a un seul ministère qui est connecté à e-government? On nous dit zéro. Aucun ministère n'est connecté à e-government. Voilà comment on a dépensé 25 milliards sans contrôle, je l'ai dit. Sans contrôle. Il y a au niveau de l'agriculture plusieurs projets qui ont été financés, dont l'exemple concret c'est le PDRIMO, projet de développement rural intégré à la plaine de Meaux, qui au départ devrait coûter 15,5 milliards. Vous vous rappelez, c'était le 3 janvier 2011, Faure Gnassingbé lui-même est allé poser la pierre et lancer. Aujourd'hui, nous sommes en 2018. Pas un seul sac de riz n'a été produit dans la plaine de Meaux à Diagbanga. Pas un seul sac de riz. Donc les 15,5 milliards sont partis comme ça, sans qu'on puisse nous expliquer. Alors quand vous regardez tout ceci là, n'a fait que amplifier la dette publique du Togo. Et je vous disais qu'en 2010, on est parti du PPTE avec une réduction de la dette qui nous a ramené à 760 milliards pour se retrouver à la fin de l'année de 2017 à plus de 2200 milliards à cause de tous ces projets inutiles que les gens ont utilisés pour s'enrichir. Nous avons posé la question, comment se fait-il qu'un ministre peut se lever pour aller emprunter de l'argent dans une banque internationale, par exemple Eximbank Chine, Eximbank Inde? On nous a dit qu'il suffit d'avoir la signature du président de la Cour suprême. La signature du président de la Cour suprême fait foi devant les institutions internationales. Donc, il suffit que quelqu'un ait des moyens pour faire pression sur le président de la Cour suprême pour obtenir sa signature. Un ministre peut se lever pour aller emprunter de l'argent sans aucune autorisation. Alors que dans les directives de l'UEMOA, vous ne pouvez pas aller faire ces emprunts-là sans l'autorisation du législateur. Mais qu'est-ce que on nous a fait ici? C'est qu'on a adopté une loi, on nous a fait adopter une loi tout dernièrement, la loi portant accès aux informations. Vous allez à l'article 29 de cette loi-là, il est interdit à toute institution de donner des informations quand il s'agit des prêts. Voilà comment ils ont mis une clé pour empêcher quiconque d'avoir accès aux informations concernant les emprunts et la gestion de la dette. Donc, je disais que... Donc, si vous permettez une parenthèse, on va aller faire des prêts au nom de l'État togolais sans que l'État soit informé. Bon, je ne sais pas... C'est une loi que vous avez votée. Je ne sais pas ce que vous appelez l'État. Parce que leur compréhension de l'État, c'est ceux qui sont à la tête. Ah, ça revient à la façon dont on l'écrit, dont on... Voilà, ceux qui sont à la tête de l'État, alors que peut-être que vous avez une autre compréhension de l'État. Donc, voilà comment on a gonflé, on a géré les ressources de l'État et le pays est devenu aujourd'hui grabataire. Toutes les sociétés d'État aujourd'hui sont devenues des épaves.
aucune n'est en mesure d'apporter un franc au niveau du trésor. Je peux citer Togo Télécom, je peux citer la SNPT, ça fait 4 ans que la SNPT n'a pas versé un seul rond au trésor public. Même les banques qui étaient flamboyantes, l'UTB en 2014 était une banque flamboyante, mais aujourd'hui elle est à genoux parce qu'elle a accordé des prêts à des personnes, elle a fait des créances douteuses. Voilà le rapport qui a été dit, c'est que c'est des créances douteuses. C'est-à-dire qu'on a prêté de l'argent à des gens qui ne sont pas en mesure de rembourser. Et voilà comment on a mis l'UTB à genoux. Donc, toutes les institutions, toutes les sociétés d'État et para-étatiques, quand vous prenez les hôtels de l'État, tout ça là, ça a été bradé par des comportements de main des frères et de main des sœurs. Et aujourd'hui, toute l'économie est dans une situation très difficile. Malheureusement ou heureusement encore, nous avions un ministre de l'économie et des finances qui vient du monde des finances, qui a des capacités d'aller chercher de l'argent, mais malheureusement, il s'en va chercher de l'argent pour venir payer la dette dont personne ne connaît les tenants et les aboutissants. Je donne l'exemple de Soukouk 2014, Soukouk Togo 2014. Il est allé, 2016 pardon, il est allé emprunter 154 milliards auprès de la BID pour venir payer les préfinancements et les dettes après le sommet maritime, comment vous l'appelez, sommet sur la sécurité maritime qui a englouti 13 milliards sans que cela ne rapporte quoi que ce soit. Aujourd'hui, je vous rassure qu'aucun pays n'a ratifié l'accord de Lomé. Aucun pays, sauf le Togo. Aucun. Ça veut dire qu'on a fait des dépenses inutiles. C'est-à-dire que pour des privilèges personnels, voilà comment le pays est géré. Donc, il y a Soukouk Togo 2016 qui nous a foutu 154 milliards avec l'hypothèque de plusieurs bâtiments, à savoir Togo Télécom, la Lunato. Il y a plusieurs bâtiments qui ont été mis en hypothèque pour permettre, parce que dans le système islamique, on ne cherche pas les intérêts, mais c'est que vous déposez quelque chose et on vous donne l'argent. Donc, le Togo a mis beaucoup de bâtiments en hypothèque et pour venir payer la dette sans que ceux-là qui ont détourné les fonds ne soient inquiétés. Il y a aussi la facilitation accordée par le FMI dans le budget de 2017-2018 dans l'ordre de 175 milliards pour apurer tout ce qui concerne les préfinancements. Or, vous savez, j'ai découvert quelque chose hier, c'est que aujourd'hui, on est dans les perspectives d'aller jusqu'à 2020 pour couvrir toutes ces crimes financières. C'est-à-dire que hier, dans une question, lors d'un débat, le procureur général près de la cour d'appel nous a dit qu'après 5 ans, si un fait s'est produit et qu'il n'y a pas eu une instruction sur le fait, c'est que le fait est prescrit. C'est-à-dire que quand quelqu'un a détourné de l'argent, les 26 milliards de Lomé Bouga en foin, ça s'est passé en 2014. Après 5 ans, c'est-à-dire 2019, si l'affaire n'est pas instruite, c'est que celui qui a détourné les 26 milliards peut sortir les bêtes en l'air. Voilà pourquoi les gens tiennent Mordicus pour à tout prix atteindre 2020 et dépasser 2020. Parce que tous ces crimes ont été commis entre 2013 et 2015. Quand je parle de e-government, quand je parle de PDRIMO, quand je parle de contournement, tous ces crimes économiques ont été commis entre 2013 et 2015. Donc l'objectif, c'est de nous pousser progressivement jusqu'à dépasser 2020 pour que tous ces crimes-là soient prescrits. Ça veut dire qu'après, même si vous constatez que quelqu'un a détourné, vous ne pouvez pas l'attaquer parce que juridiquement, le délai de prescription est atteint. Donc voilà les raisons pour lesquelles les gens nous trimballent jusqu'à présent et vous comprenez avec moi que pour financer l'agriculture, le Togo est à je pense, 5,3%. Le Togo est à 5,3% de son budget. Et au niveau de l'UEMOA, les dispositions, les directives sont que il faut que la santé, l'agriculture, l'éducation
soit les trois à ce niveau-là, il faut minimum 35% du budget consacré à la santé, l'éducation et l'agriculture. Le Togo est à peine à 15%. J'ai des éléments ici, si vous permettez, je peux vous les présenter. Au niveau de l'enseignement supérieur et de la recherche, on est à 2,8%. La santé et protection sociale, on est à 4,3%. Au niveau de l'agriculture et l'élevage, on est à 5,3%. Au niveau de l'enseignement technique, on est à 0,7%. Et au niveau de l'enseignement primaire secondaire, on est à 8,5%. Quand vous faites la somme de tout ça là, ça ne dépasse pas 15%. Donc ça veut dire que cette histoire de mandat social est une arnaque. Alors, quand vous me demandez qu'est-ce qu'il faut, je dis qu'est-ce qu'il faut que nous changeons de paradigme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ceux qui sont à la tête de notre pays ne sont pas là dans l'intérêt général, mais ils sont là pour couvrir leur arrière, c'est-à-dire tous les crimes, tous les crimes qu'ils ont commis. Tous les crimes qu'ils ont commis, c'est ça ils veulent couvrir. Donc, je ne sais pas s'il faut les laisser aller jusqu'à 2020 pour qu'ils puissent être à l'aise et nous libérer. Et la dernière fois, on a posé la question à un leader, c'était à l'ambassade des États-Unis. Il a dit que s'il faut les interviews, on peut lui remettre tous les trésors, mais l'essentiel, il n'a qu'à partir parce que nous allons refaire tout le système économique. Donc voilà, en quelques minutes, c'est pas résumé ce que je pouvais vous présenter. Merci beaucoup. Des dictatures ont fait des lois d'amnistie et c'était commis après parce que c'était inacceptable. Bon, par rapport à ça, ce que moi je voudrais vous suggérer, monsieur le député, c'est que les partis politiques associés à la société civile puissent porter plainte auprès des tribunaux pour annuler cette prescription-là et puis faire le bilan de tous ces crimes économiques pour les livrer à la population et à l'extérieur, pour qu'on sache ce qui se passe au Togo et pourquoi ils ne veulent pas partir. Parce que tout ça, là, si vous publiez ça, c'est mieux que tout le discours pour dire non, il veut faire ci, il veut faire ça, etc. Je crois que ça les condamnera en plus des crimes de sang. Je vous remercie. Merci l'honorable député. Je m'appelle André Jacques, je suis blogueur. Moi j'aimerais savoir tout simplement quel est le budget de l'armée. C'est tout ce que moi j'aimerais savoir. Merci. Appelé nos députés. Vous savez, nous sommes généralement en Afrique subsaharienne, l'analphabétisme est notre mal et on n'arrive pas à assurer un certain nombre de choses. Vous êtes des élus du peuple et arrivé là-bas, vous avez un certain nombre d'informations. Mais on ne vous sent pas avec la base. C'est là le problème. Tout ce que vous venez de dire, toutes ces réflexions sur les lignes de budget, à part vous le faites, nous avons le veille économique que nous suivons de temps en temps. Vous avez les organisations syndicales, vous avez des ONG et autres, vous avez des gens dans vos quartiers. Pourquoi vous ne faites pas un retour dans vos quartiers pour rassembler les gens, pour dire voilà ce qui se passe à la veille de l'adoption des budgets ou bien comment est-ce que les budgets s'adoptent? Ce que vous venez de dire, on va rester ici pour se lamenter, mais ce sont, comme l'a dit le président, ce sont des crimes économiques. Alors, que pensez-vous par rapport à cette situation qui vraiment est très alarmante? Quelqu'un m'a fait une analyse, disait que le Togo, la dette du Togo, aujourd'hui tourne autour de 1500 milliards. Hein? Non, de toutes les façons, moi j'ai toujours pris des stratégies de... Eux-mêmes savent que c'est 2000. Aujourd'hui on savait 2000, mais ils vont toujours prendre 1500.
Et j'ai fait l'analyse, je disais, si la santé est en grève, l'éducation est en grève, il suffit seulement de débourser 500 000 milliards dans la santé, 500 000 milliards dans l'éducation, on aura... C'est le secteur prioritaire. Et les 500 000 euros, malheureusement, quand vous décortiquez tout ça, là, maintenant, on a vu que ce n'est pas ça. Donc, on a bien posé la question, quel est le budget de l'armée? Pouvez-vous le dire? Augmenter d'une manière exponentielle sans qu'on puisse comprendre le fond. Et c'est une ligne qui a doublé, c'est la ligne service des FAT. C'est ce qui concerne peut-être l'habillement, tout ce qu'il y a. En tout cas, la ligne service des FAT qui est passée de 8 milliards à 16 milliards. Et nous n'avions pas compris. Nous n'avions pas compris. Malheureusement, le ministre de la Défense lui-même ne vient jamais à l'Assemblée nationale, vous le connaissez. Il n'a aucune considération pour l'Assemblée nationale, il n'a jamais, en tout cas pour lui, l'Assemblée nationale c'est un machin, donc il n'est jamais venu. Donc nous n'avions pas compris qu'est-ce qu'on a mis dans de nouveau au niveau des services des FAT pour que ça passe de 8 milliards à 16 milliards. Sinon le reste c'est les salaires, c'est en tout cas même le matériel, ce n'est pas tellement, ça n'a pas tellement augmenté. Enfin, nous, au niveau de l'Assemblée, c'est quand il y a une augmentation que nous cherchons à comprendre. Sinon, quand ça reste intact, ça veut dire que c'est quelque chose qui a été voté la dernière fois, une loi qui a été votée l'année dernière, si elle revient cette année, c'est ce qui a changé que les députés cherchent à comprendre. Sinon, il ne peut plus poser des questions sur ce qu'il a déjà voté. Donc, pour ce qui concerne le budget de l'armée, voilà les raisons que, en tout cas, ce que je peux vous expliquer. Entre-temps, les rumeurs ont couru que c'est pour ça qu'on a doublé les salaires des militaires. Non, ce n'est pas des salaires qui ont été doublés, mais c'est le service des armées. Mais ce qui est mis dans le service des armées, ça, nous-mêmes, on ne sait pas de quoi il s'agit. Maintenant, est-ce que les députés, on explique? Bon, je pense qu'on fait quand même ce qu'on peut faire. En réalité, il revient à la société civile. Par exemple, dans les directives de l'UEMOA, c'est que chaque État est obligé de faire ce qu'on appelle le débat d'orientation budgétaire. C'est pas que la société civile, tout le monde, les universitaires, tout le monde doit être présent. En fait, le budget, c'est quoi? Le budget, c'est un engagement que le gouvernement vient prendre devant la société. L'année, par exemple, nous sommes en 2018. Pour 2019, le gouvernement doit venir se présenter devant le peuple, les parlementaires, la société civile, les universités, tout le monde, pour dire je vais faire tel pont, je vais faire telle route, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire cela. C'est ça le débat d'orientation budgétaire. Et la société civile, lorsque vous constatez qu'il y a une priorité quelque part que l'État ne prend pas en compte, c'est là-bas il faut attirer son attention. Non, au lieu de faire ceci, nous voulons que ça soit ainsi. Ainsi, l'État prend un engagement devant tout le monde. Et quand le budget arrive, maintenant, il doit chiffrer les engagements pris devant le peuple. À ce moment-là, l'opposition ne peut pas ne pas voter le budget. Mais voilà, ça ne se fait pas. Le débat d'orientation ne se fait pas. La société civile ne connaît même pas les tenants et les aboutissants du budget. Même les députés ne savent pas pourquoi telle rubrique, pourquoi ceci, pourquoi cela. Parce qu'on vient vous dire, voilà une ordonnance médicale. Donnez-moi, ça dit que le budget s'impose à nous comme si c'était une ordonnance médicale. Et là, on ne peut pas l'accepter, malheureusement. La majorité dit qu'eux, ils sont là pour soutenir le gouvernement, quel que soit ce qu'ils présentent. Et l'effet majoritaire fait que tous ces budgets sont passés, malheureusement. Chaque année, on est revenu sous forme de correctifs budgétaires pour, en tout cas, revoir ce qui a été fait. Mais quand vous voyez l'exécution, ce n'est pas ça. Malheureusement, tous ces budgets depuis 2014 jusqu'à ce jour, personne ne connaît l'évaluation après exécution. C'est-à-dire que la loi oblige le gouvernement à présenter ce qu'on appelle la loi de règlement pour permettre aux députés de contrôler comment le budget a été exécuté. Mais à cause de toutes ces malversations, aucune loi de règlement n'a été présentée par rapport à notre législature. C'est-à-dire que le budget de 2014, 2015, 2016, 2017 ont été exécutés
député sans que le député ne puisse contrôler comment ça a été fait. C'est pour ça que tous ces projets dont je vous ai parlé ont été exécutés sans que personne ne puisse dire concrètement ça a été fait ou les rapports de la Cour des comptes ne sont pas disponibles. Même pour ce qui concerne le budget de 2014, son exécution, lorsque la Cour des comptes nous a présenté son rapport, nous avions constaté des écarts inadmissibles, ce qui a fait qu'on a demandé au gouvernement de venir s'expliquer sur les écarts constatés dans l'exécution du budget de 2014, et ces explications ne sont jamais fournies, et la loi de règlement de 2014 n'a jamais été adoptée. Donc voilà ce qui se passe. Donc tout le monde est détente. C'est vrai, porter plainte, ce serait une très très bonne chose. Ce serait une très bonne chose, mais devant quel cours? C'est ça le problème. Ils ont refusé jusqu'à présent à valoriser la Cour de justice de l'UMOA qui devrait contrôler tout ça là. C'est là-bas que cette plainte-là devrait être posée. Mais la Cour de justice de l'UMOA n'est pas opérationnelle. Quant à notre justice au Togo, je vous ai dit qu'il table sur les prescriptions. Même si vous déposez une plainte, et si l'exécution n'a pas été faite après 6 ans, le délai de prescription est consommé. Donc, que vous ayez déposé, on nous a dit que même dans l'affaire de 2005, les tueries de 2005, malgré que les plaintes ont été déposées, c'est que les faits sont prescrits après 11 ans. Il faut déposer quand même. Laissez la trace. Merci. Parce que comme vous n'avez rien fait, il faut laisser la trace. Pour demain. Merci donc à l'honorable Ouro Agbo Tchaniaou pour le passage et le partage avec l'assistance dans le cadre de cette célébration du 2e anniversaire de la Gazette du Togo. Il paraît qu'on en parle beaucoup à son côté. Ah oui. Vous savez, comme la TVT n'est pas, en tout cas, vous connaissez les gens qui n'aiment pas. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'à la TVT, c'est seulement les chroniques, les avis de décès qui sont vrais. Donc, ça fait qu'au moins, les gens arrivent à acheter des mégas et la Gazette du Togo, c'est en tout cas un outil d'information qu'il faut saluer. Je tiens personnellement à l'exprimer. Merci. Merci, on va vous l'accompagner avec La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.